Moxie est une agence de création et de brand content qui est née en avril 2012 en France. Moxie existe aux États-Unis déjà depuis de nombreuses années, puisque ça a été créé en 2000, qui est une agence à l'origine de création digitale. En 2005, Moxie aux États-Unis a été racheté par le groupe Zenith Optimedia, qui est donc une des agences principales du groupe Publicis, une agence média du groupe Publicis, pour acquérir une nouvelle agence, une nouvelle énergie dans le domaine de la création digitale et le rapprocher de ses clients. Et Moxie est donc plus récente en France, plus petite aussi que ses cousins américains. Aux États-Unis, c'est 400 personnes, c'est 3 bureaux, Atlanta, New York et Los Angeles. En France, on a 60 personnes dédiées, comme aux États-Unis, à la création, au contenu de marque, à la production, aux social media. Et donc on travaille pour l'ensemble des clients du groupe Zenith Optimedia, parmi les principaux annonceurs français, comme le groupe L'Oréal, le groupe Nestlé, le groupe Richemont, et également des clients directs de Moxie, au nombre desquels on peut compter Ralph Lauren ou Renault. Aujourd'hui, la communication a énormément changé, on le sait. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'arriver à saisir le consommateur dans un environnement qui est bien plus concurrentiel en termes d'offres médias qu'auparavant, évidemment. La fameuse fragmentation des audiences, l'hyper choix médiatique qui fait qu'aujourd'hui, le consommateur n'est plus uniquement un consommateur, mais de plus en plus également un public. Évidemment, il reste consommateur, mais il est de plus en plus en capacité de choisir lui-même. Et il aime évidemment énormément qu'on puisse lui donner le choix et qu'il puisse avoir un rôle dans cette nouvelle relation qu'il pourrait avoir avec une marque. Donc de notre point de vue, et c'est vraiment ce qu'on défend aussi chez Moxie, c'est très important qu'il y ait ce fameux engagement dont on parle beaucoup, c'est-à-dire comment je vais, en tant que marque, intéresser le consommateur avec du contenu, comment je vais lui permettre d'entrer en relation avec la marque de manière différente via de l'interactivité, ou comment je vais aller concerner ce consommateur à qui je parle comme un public avec quelque chose qui va être vraiment fait exprès pour lui et qui d'une certaine manière va lui donner un rôle dans une opération où il va voir que c'est pas uniquement la marque qui lui parle comme une sorte de marque qui impose un message et qui quelque part essaye de lui vendre un produit à tout prix, mais que la relation est un peu différente, que la marque est plus généreuse, va s'adresser à lui de manière différente. Donc en fait c'est très important qu'il y ait cet engagement, mais il ne faut pas oublier que la stratégie média reste absolument primordiale et essentielle. Donc le fameux paid média, c'est-à-dire l'achat d'espace, la stratégie des moyens, reste absolument centrale dans le système. Donc il y a l'engagement qui peut être vraiment traduit par ce bénéfice qu'on appelle le earned media, c'est-à-dire le média généré gratuitement par le buzz, le like, le sharing sur les réseaux sociaux, etc. Et le paid media qui évidemment existe en digital, avec le display, avec un certain nombre le search y compris, etc. Mais qui peut aussi évidemment être extrêmement historiquement fort en télé. Et là où je vois un intérêt avec ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire la connexion entre le digital et entre la télévision, c'est là où les deux mondes peuvent vraiment se rassembler. Et c'est là où quelque part, quand on est un annonceur, on peut voir un intérêt à avoir un fort impact paid via une stratégie qui est majoritairement en télé, et également pouvoir jouer avec l'interactivité via un média masse comme la télé, mais avec les codes du digital. Donc en fait, la télé connectée, c'est exactement ça. Évidemment, si on rajoute à ça l'effet du second écran, et on sait qu'il y a énormément, de plus en plus, de consommateurs et publics qui vont aller se connecter sur leur mobile, sur leur tablette, tout en consommant l'écran de télévision, on se rend compte qu'il y a là un potentiel très important. Après, il ne faut pas non plus se tromper. On est quand même toujours aujourd'hui, même si c'est des comportements qui sont en train d'évoluer, de s'installer, sur une petite part des Français, des téléspectateurs, c'est quand même pas non plus la majorité des gens qui vont aller télécharger un contenu après avoir vu quelque chose qui se passe en télé. Faut être, et là on est extrêmement lucide par rapport à ça, il ne faut pas se tromper de combat. Le modèle du 30 secondes marche toujours extrêmement bien. Et voilà, donc là dans mon livre qui parle de ce sujet-là et notamment de la télé connectée, où j'ai interviewé un certain nombre de personnalités, notamment Olivier Altman qui est le directeur de la création de Publicis, conseil et vice-président en charge de la création de Publicis Conseil. On se rend compte clairement que
Le modèle du 30 secondes est toujours extrêmement prégnant. Le digital s'insère à l'intérieur du modèle de la télé. Maintenant, on n'en est pas non plus encore à une sorte d'évidence qui ferait que tous les annonceurs se ruent là-dessus. On est encore dans le domaine de l'innovation, on est encore dans le domaine du test and learn. Je pense qu'il va encore se passer pas mal d'années avant que ça devienne vraiment un mode de relation auquel les marques sont vraiment habituées. Voilà. Donc on est encore dans cette phase d'innovation. Donc nous, on tente des choses, je pense que d'autres marques tentent des choses. C'est un domaine qui est très excitant et dans lequel il ne faut pas non plus tout d'un coup se dire comme certains ont dit au moment de l'arrivée du digital, que le digital est tout balayé sur son passage, que la télévision était morte, que la presse était morte et tout. C'est pas vrai du tout. Justement, on les aborde en essayant de les prendre sous l'angle à la fois de l'innovation, donc d'opérations qu'on va essayer de monter avec des partenaires, que ce soit des partenaires médias, régie, techno, de prod, etc. Mais toujours avec un état d'esprit de système, de plateforme, de stratégie des moyens, toujours en intégration. C'est-à-dire qu'on ne va jamais vouloir le proposer uniquement comme un coût créatif, parce qu'on estime que ce sera un coup d'épée dans l'eau et beaucoup d'argent dépensé pour pas forcément grand-chose. Voilà. Donc de notre point de vue, l'innovation, elle est clé, mais elle est encore plus mieux utilisée si elle est au service d'une stratégie globale de marque. Et quand on dit une stratégie globale de marque, c'est justement jouer l'innovation dans un système de paid, de owned et de earned media. C'est-à-dire que si le rôle de l'innovation est de générer de la proximité, une proximité différente avec le consommateur ou le public, l'intégration d'un processus d'innovation à l'intérieur d'un système pour une marque qui pourrait être un peu vieillissante par exemple, c'est pas juste en mettant 10% du budget marketing annuel sur un coût marketing, un coût de RP, quelque part que ça va changer la donne. Ça doit vraiment être intégré à l'intérieur d'une stratégie globale. Moxie est organisé, donc c'est une agence de création et de vente content, avec des talents hybrides venant de beaucoup d'univers différents. On a des talents qui viennent de la musique, qui viennent de l'entertainment, qui viennent du cinéma, qui viennent de l'événementiel. Et en fait, on essaye de ne pas les siloiser à l'intérieur d'un système. Ce serait un peu stupide et stérile d'avoir des gens qui sont des talents, qui bossent uniquement sur un petit bout de tout ce qu'ils pourraient apporter pour l'agence. Non, donc en fait on est organisé plutôt en mode pas en silo du tout, mais de manière à répondre de la meilleure manière au brief client. Donc on a, comme dans toutes les agences, des planeurs stratégiques qui pensent la vision stratégique qu'on va présenter à un client, des créatifs, mais avec un savoir-faire justement, plus entertainment, plus de contenu, qui vont aller apporter la petite touche différente, pas classique, donc qui viennent d'univers différents et aussi du monde de la publicité, hein, qu'on mélange tous ces gens-là vraiment dans une forte approche créative. Et après, on a effectivement des équipes de production et des équipes médias. Donc dans les équipes de production, on a la capacité de produire à peu près tout type de contenu, de l'événement terrain. Donc on a produit des événements terrain, par exemple pour nos amis de l'agence Marcel. Pour le groupe Publicis, on a produit le premier concert interactif de l'histoire sur la place du Palais Royal à Paris avec le groupe américain les Ting Tings pour l'association Orange Rock Corps, dont le principe était en fait de créer une interaction, presque de la télé connectée mais en live, entre le public du concert, 2000 personnes, et ce qui se passait sur scène. Donc en fait, plus on partageait via son mobile des photos du concert, des statuts Facebook, etc. Il y avait un compteur de tweets, de likes, de shares, etc. Et plus le nombre montait, plus ça débloquait des niveaux et donc il y avait un dragon, des danseurs, etc. qui arrivaient. Donc on produit de l'événement, mais toujours avec ce côté très techno. On peut produire des programmes court télé. On a fait beaucoup de programmes court télé ces dernières années. On peut produire, avec toutes les équipes avec qui je travaille, on produit des dispositifs purement digitaux. On peut produire des dispositifs de création digitale et d'innovation. Et en fait, nos équipes de production reposent ensuite sur d'autres équipes de production, soit celles du groupe Publicis, avec notamment la WAM, qui est la boîte de prod intégrée du groupe. Donc c'est avec la WAM, par exemple, qu'on a produit le clip de David Guetta pour le lancement de la Twizy. Ou alors, on s'adresse alors à des experts de telle ou telle problématique,
selon qu'on soit sur une thématique plutôt jeune, plutôt sport, plutôt féminine, et on va aller travailler avec les meilleurs de chacune de ces catégories. Donc nos équipes de production sont des équipes de direction de projet qui vont aller sourcer le bon partenaire et ensuite s'assurer que voilà, il y a une garantie de bonne fin du projet. Écrire et d'essayer d'imaginer ce qui va être sans doute demain un des standards dans les années à venir. Ça, c'est absolument certain. Moi, dans mon expérience, en fait, je me rends compte qu'on arrive à une époque dans l'évolution de la communication où on peut parler de vraie intégration. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire des techniques et même de la communication, les médias peuvent se parler entre eux, vraiment. C'est-à-dire qu'avant, on avait ce qu'on appelait le 360, qui consistait plus à décliner une idée créative ou une création sur des supports, mais qui restaient un peu séparés. La téléconnecté, c'est différent. La téléconnecté, c'est de la vraie intégration. C'est-à-dire que quelque part, l'opération centrale, l'idée centrale, s'adapte en interaction avec les autres points de contact. Donc on peut même imaginer d'ailleurs, je pense qu'il faut même aller plus loin que la téléconnectée, que le second écran, que le troisième écran, c'est comment quelque part cette idée d'interaction avec le même contenu central parle aussi avec le magasin, parle avec le pack, parle avec le frigo, parle avec des objets et pas uniquement avec un autre écran en fait. Et je pense que c'est là où, quand je dis qu'on en est qu'au tout début, c'est que c'est juste infini. C'est-à-dire que demain, la connexion par watermarking ou peu importe la technologie, mais d'un signal envoyé par un téléphone, une télé, etc., devrait être capable demain, dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, de parler directement au réfrigérateur, aux plaques électriques, à la voiture, et pas uniquement au téléphone mobile et à l'iPad ou à la tablette. Donc on n'est qu'au tout début. Aujourd'hui, les dispositifs de téléconnectés, moi je reste assez circonspect s'il n'y a pas une vraie valeur ajoutée pour le public. C'est-à-dire que si la marque est juste là pour dire connectez-vous avec un dispositif avec votre mobile, avec votre tablette, et que c'est pour télécharger un call to action classique, je ne vois pas l'intérêt pour le consommateur de le faire. Si c'est pour télécharger, comme certaines marques l'ont fait, un concert, bon, c'est déjà plus intéressant. Maintenant, ça reste quand même un peu limité parce que c'est pas non plus ça qui va permettre d'avoir vraiment une sorte de vraie valeur ajoutée. Une des opérations que le groupe Zenith Optimedia a mis en place, donc c'est très récent, en partenariat avec TF1 et leur dispositif MyTF1 Connect, c'est pour Disneyland Paris, un client d'Optimedia, des agences du groupe Zenith Optimedia, avec lequel on travaille. Et Optimedia, avec Disneyland Paris et avec TF1, a créé une opération caritative. Donc, je dirais qu'il y a un potentiel d'engagement et d'intérêt pour le consommateur qui est au-delà d'un simple petit concert de 10 minutes à télécharger ou d'un spot avec un humoriste qu'on ne regardera plus jamais, quoi, et qui va finalement nous encombrer et nous faire perdre de la place dans notre mémoire de téléphone mobile qui est déjà bien saturée. Là, l'idée, c'est, avec Franck Dubosc, humoriste, d'avoir un spot de 20 secondes qui incite le téléspectateur à se connecter et de permettre, via cette connexion, dans le spot qui arrive quelques secondes plus tard dans l'écran, de pouvoir aider des familles à offrir à leurs enfants une journée magique à Disneyland Paris. Donc l'objectif est clairement un objectif de cœur, et grâce à cette connexion, de pouvoir aider ces familles à aller offrir à leurs enfants voilà, une journée de magie, etc. Donc en fait, il y a ce spot de 20 secondes, très classique, qui appelle et qui va dire voilà, dans quelques secondes, attention, il va se passer quelque chose. Et ensuite, le spot de 30 secondes est donc connecté au dispositif MyTF1 Connect, avec au préalable évidemment avoir téléchargé l'application sur sa tablette et sur son téléphone. Et donc se connecte automatiquement et donc permet, plus le nombre de connexions est important, plus le nombre de familles aidées va être élevé. Voilà. Donc voilà, là je dirais qu'on touche à quelque chose de plus intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de, bon évidemment d'un petit peu désintéressé, c'est pas un jeu concours classique, et il y a un vrai bénéfice émotionnel. Voilà, donc ça reste un dispositif d'utilisation de ce dispositif MyTF1 Connect, qui pour moi est une vraie avancée que propose TF1, je trouve très intéressant. Mais voilà, tout ça pour dire que
la valeur ajoutée doit être présente, sinon ça peut rester un peu gadget. On se souvient hein, évidemment des QR codes. Bon, alors ça a été la révolution machin. Ça sert à télécharger des contenus. Bon, ça peut rester ça. Ça peut devenir autre chose. Et je pense que quelque part le second écran, le troisième écran peut être assez limitant. Pour moi, c'est plutôt comment un signal audio, vidéo, etc. parle à toute la maison. C'est un ouvrage qui paraît chez Pearson Village Mondial, qui est une maison d'édition spécialisée dans le domaine du marketing et de la communication. Le thème du livre, c'est le brand content. Le titre est encore... le livre est fini, mais on est encore sur la finalisation du titre, donc je ne l'ai pas à l'heure où je vous parle. Mais il y aura brand content dans le titre, c'est certain. Et justement, un petit peu comme ce que je viens de vous dire sur la télé connectée, l'idée c'est de dépasser le brand content. C'est-à-dire que si le brand content ou le contenu de marque, c'est uniquement des petits dispositifs un peu de cerise sur les gâteaux, décorrélés de la création publicitaire, donc même d'ailleurs du spot de 30 secondes, le brand content n'est pas l'ennemi de la publicité traditionnelle, au contraire. On a pensé ça pendant quelques années, certains ont semblé dire que ça allait tuer la publicité classique, c'est absolument pas le cas. On se rend compte que les plus grandes campagnes de ces dernières années, comme Old Spice par exemple, ou même Tipex, le cas Tipex qui est un cas digital certes, mais voilà, il y a du paid média, il y a une stratégie média, donc quelque part il y a une logique de contenu, une logique de parler aux consommateurs d'une manière différente, mais il y a aussi la stratégie média. Donc en fait le brand content se désiloise, sort de son carcan aujourd'hui et va être partout, comme le digital est partout aujourd'hui, et en fait ça fait presque plus sens d'avoir des entités dédiées au brand content uniquement, et on se rend compte d'ailleurs que c'est pas vraiment un marché, c'est une manière, c'est un type de stratégie. Donc voilà, donc nous on n'est pas spécialisé uniquement dans le brand content, on fait aussi de la création chez Moxy, et donc voilà, on essaye d'utiliser les ressorts du brand content, mais pour résoudre des problématiques de marque, et ce livre est là pour un peu faire l'état des lieux, dire que le brand content doit sortir de son carcan, se rapprocher du planning stratégique, de la compréhension du consommateur, se rapprocher de la création publicitaire, se rapprocher du média, et pas uniquement être l'évolution des opérations spéciales.